Salut à tous, salut à toutes, après plusieurs longues vidéos, c'est le retour de la pile et j'ai plein de jeux dont j'ai envie de vous parler. Dans cet épisode, en plus des 4 mentions honorables, on va avoir plein de petits jeux fun, de petits jeux de cartes, de jeux d'ambiance qui se transportent partout, qui peuvent être joués avec tout le monde, qui sont universels. Et on va faire un peu le tri là-dedans, hein, les tops et les flops. La pile épisode 15, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on grimpe tout doucement vers les 5000. Un petit clic, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça soutient mon travail. C'est fait? Allez, cool. Si un des jeux ou une des extensions que je vais vous présenter dans cette vidéo vous fait de l'œil, n'hésitez pas à passer par la boutique Golden Meeple. Ça se passe sur goldenmeeple.be, c'est la boutique partenaire de ma chaîne qui m'offre des jeux tous les mois, elle m'aide dans mon travail, et puis c'est une boutique indépendante, tenue par 2 passionnés. D'ailleurs, il y a un épisode de J'irai jouer chez vous qui se passe dans leur boutique, à Jean Blou, Ludie Corner, si vous voulez voir un petit peu à quoi ils ressemblent, comment ils parlent de leur métier. Et donc sur le site goldenmeeple.be, vous pouvez trouver des jeux en import qui viennent du Japon, des curiosités assez rares. Franchement, pour une boutique indépendante, ils ont des tarifs très compétitifs, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Allez, on commence les mentions honorables. Pour rappel, c'est des jeux qui n'ont pas vraiment leur place dans le classement de la pile, mais dont j'ai quand même envie de vous parler parce que j'y ai joué, j'ai un avis à leur sujet. Dans les mentions honorables, on retrouve notamment souvent des extensions que j'ai pas envie d'intégrer dans un classement par rapport à d'autres jeux, mais qui valent tout de même la peine d'être mentionnés. Et on commence avec Sur les traces de Darwin, l'extension Correspondance qui vient de sortir chez Sorry We Are French. On est d'ailleurs en plein dans la rétrospective Sorry We Are French sur la chaîne. Je rappelle que tout ceci n'est pas un partenariat. J'ai juste reçu une copie presse de l'extension. Je ne suis pas rémunéré pour parler de Sorry We Are French. Je trouve juste que leurs jeux sont bons et que ça vaut la peine d'en parler. Sur les traces de Darwin, c'est ce jeu familial de Mathieu Verdier et Grégory Grard, dans lequel on va diriger le Beagle de l'expédition de Darwin et essayer de repérer un maximum d'animaux, de les placer sur notre plateau pour faire des points de victoire. À l'occasion de la sortie de cette extension, j'ai aussi redécouvert le jeu de base, auquel j'avais joué à sa sortie, mais que je possédais pas encore, donc ils m'ont envoyé les deux, merci à eux. Et donc cette extension, d'une part, elle va ajouter des tuiles en plus, il y a des animaux en plus, bon, ça c'est ce qu'on veut. Elle va aussi ajouter un petit peu de tension sur les publications. Maintenant, il y a une course pour faire des colonnes ou des lignes. Si on est le premier à en faire, on va pouvoir avoir des jetons qui valent un peu plus de points ou qui ont un effet supplémentaire. Donc ça amène un petit peu plus de stress et de course, d'interaction indirecte dans ce jeu de base qui était pas toujours très tendu, donc ça c'est déjà chouette. Et puis surtout pour moi, l'atout majeur de cette extension, c'est qu'elle modifie l'effet des couronnes. Vous savez, dans le jeu de base, les couronnes, elles permettaient juste de prendre devant soi cette figurine Darwin, un peu en mode patate chaude, jusqu'à ce qu'un adversaire nous la reprenne. Et si on était le dernier à posséder cette figurine en fin de jeu, on avait 2 points. C'était pas très excitant. Maintenant, ces couronnes, elles vont permettre de déplacer la figurine de Darwin sur un petit circuit de 4 cases. Du coup, il y a une nouvelle couche d'interaction indirecte encore qui s'ajoute, une espèce de notion de tempo, parce que toutes les cases ne sont pas aussi intéressantes, et on veut être celui qui fait avancer Darwin au bon moment pour avoir les meilleures récompenses. Et qu'est-ce qu'on peut gagner en avançant Darwin? Des enveloppes, notamment une nouvelle ressource du jeu, qui va permettre soit de faire appel aux personnages, qui maintenant sont retirés de la distribution des tuiles du jeu de base, ils sont vraiment mis à part, et c'est le seul moyen de les obtenir, c'est de dépenser ces enveloppes. Ces personnages nous coûtent 2 enveloppes, ce sont les correspondances, Darwin s'entretient par voie postale avec des personnalités qui soutiennent ou qui suivent son travail, et puis pour 3 enveloppes, on va pouvoir acquérir un nouvel animal, et ça c'est assez excitant, parce que on peut maintenant avoir des tuiles en plus, au-delà de celles qu'on avait pendant les 12 tours du jeu de base. On peut faire des tours un petit peu explosifs, où on chope plusieurs tuiles d'un coup. C'est une extension qui est vraiment pas indispensable, elle ne révolutionne rien, mais elle prolonge vraiment le plaisir du jeu de base. Si vous aimez Sur les traces de Darwin, vous serez ravis de voir des effets un petit peu différents, de voir que les couronnes ont maintenant un effet plus convaincant, plus impactant. Si vous étiez déjà pas fan du jeu de base, l'extension va pas non plus révolutionner l'expérience, mais c'est une bonne extension qui cherche pas à transformer ce jeu familial en jeu expert. Elle ajoute un peu de tension sans pour autant complexifier ou diluer, allonger la durée. Donc c'est tout ce qu'on demande à une extension pour un jeu familial. Ce qui peut aussi rentrer dans la catégorie des mentions honorables, c'est les rééditions des jeux auxquels j'ai déjà joué, mais que je suis content de voir revenir. C'était le cas de Vive le Roi il y a pas longtemps, et c'est le cas aussi de River Dragons, que moi je possédais
en 2004-2005 par là, sous le nom Les Dragons du Mekong. C'est un jeu de Roberto Fraga, très familial, très agréable et très fun. Il était déjà ressorti il y a quelques années, au début des années 2010, je pense, sous ce nom, hein, River Dragons. Et puis là, il revient, les illustrations sont toujours de Pierrot, comme dans la première réédition, et c'est toujours aussi coloré, toujours aussi chouette. River Dragons, c'est un jeu de programmation et de parcours. On peut jouer jusqu'à 6, chacun a un village d'une couleur et doit parvenir à traverser la rivière pour se rendre au village qui est en face de sa couleur. Et pour ce faire, on va devoir poser des planches, mais ce qui est rigolo, c'est que ça va se faire un peu au jugé, à l'observation. Il va falloir bien estimer les distances entre les différents emplacements du plateau. Ça peut rappeler un autre jeu plus ancien qui s'appelle Piranha Pedro, sauf que dans Piranha Pedro, il y avait un seul pion que tout le monde déplaçait. Ici, chacun a son pion, mais on va quand même pouvoir énormément se gêner. À chaque tour, vous allez faire votre petite file de 5 cartes, vous allez programmer face cachée les 5 actions que vous allez faire dans l'ordre, et puis quand tout le monde est prêt, on va chacun révéler l'action 1, on la réalise dans l'ordre du tour, idem pour l'action 2, etc. Il y a des actions bénignes qui sont de placer une pierre, ou une fois qu'on a mis une pierre, on peut placer une planche dessus. Donc encore une fois, il faut qu'elle ait la bonne distance. Si votre planche est trop courte et qu'elle n'arrive pas à relier 2 emplacements, plouf, elle tombe à l'eau, elle est perdue, c'est dommage. Et puis une fois qu'on s'est fait un petit parcours de planche, on peut déplacer son pion. Et c'est là qu'est le drame souvent. Parce que pour peu qu'un adversaire soit sur la case où on veut aller, on tombe à l'eau et on recommence au début. Du coup, il y a une action qui permet de sauter par-dessus quelqu'un d'autre. Et pareil, si on n'a personne au-dessus de qui faire un saute-mouton, on tombe à l'eau aussi. Et encore pire, les autres peuvent mettre un dragon de la couleur d'un des autres joueurs autour de la table pour annuler leur action correspondante. Si j'ai mis mon dragon rose en 3e position, j'annule la 3e action du joueur rose. Du coup, c'est très fun, on essaye d'anticiper les déplacements de chacun et chacune. On se bloque, on peste, on recommence. C'est très simple, mais il y a plein de bonnes idées. Il y a à la fois de la programmation, de l'observation, de l'anticipation, du blocage, de l'interaction assez forte. C'est assez rapide et dynamique, c'est coloré, c'est très frais. C'est un jeu qui a pas pris une ride et ça, c'est plutôt chouette de voir un jeu qui a plus de 20 ans être encore complètement au goût du jour, sans aucune modification de gameplay. Toujours mention honorable, autre jeu familial, Astérix et compagnie, qui surfe évidemment sur la sortie de la série animée Astérix, le combat des chefs par Alain Chabat, dispo sur Netflix, série que j'ai adorée, comme beaucoup de gens, j'ai l'impression. Et avec ce jeu Astérix chez Matago, on pouvait avoir peur. On sait que les jeux à licence, surtout quand ils sortent en coïncidence avec une autre œuvre culturelle, des fois ça pue un peu, ça peut être des jeux qui ont été précipités, etc. Et celui-ci m'a vraiment agréablement surpris. C'est vraiment un chouette jeu de cartes familial qui m'a fait penser en fait à Smash Up, parce qu'il a une course au point de victoire, qu'on va obtenir en jouant des cartes sur des bases, et comme dans Smash Up, on va devoir jongler avec 2 camps, les Gaulois et les Romains. Il y a certaines cartes qui sont hybrides, qui sont des 2 camps, et en fonction de comment sont placées les bases, on va être forcé de jouer des cartes d'un camp ou d'un autre. On va additionner notre force et on essaie d'être le premier à atteindre un certain seuil pour pouvoir scorer la base. Je parle de base en faisant référence à Smash Up, en fait ce sont des albums qui ont chacun leur petit effet en lien avec la BD à laquelle ils sont reliés. Bon, c'est parfois un peu chaotique, ces effets qui débarquent de nulle part, mais c'est sympa parce que ça assure des retournements de situation. Il y a notamment toute une mécanique de catch-up, donc de rattrapage, en fait. Quand vous êtes le perdant d'une base, vous pouvez choisir l'orientation de la prochaine, donc vous pouvez vous adapter à votre main et vous gagnez un petit bonus au passage. Donc on vous donne des armes pour revenir dans la course. Il y a pas mal de petits effets intéressants, plus les cartes sont faibles, plus elles vont avoir des capacités qui sont puissantes. Il y a notamment toute une mécanique d'appel, on peut récupérer une carte qui était du côté de notre adversaire chez nous. Ça m'a fait penser au jeu Terre de Yokai, un petit jeu de cartes à 2 joueurs, sauf que là ici on peut y jouer à plus de 2 et c'est intéressant, on va se battre aussi avec nos 2 voisins. Donc je pense que la configuration idéale c'est 3, parce qu'à 4 joueurs il y a un adversaire de l'autre côté de la table sur lequel on n'aura absolument aucune prise, bon c'est un détail. Et franchement à la fois il y a une gestion de la main qui est assez fine, on doit bien choisir entre les moments où on joue des cartes et puis les moments où on pioche. Et en même temps avec tous ces effets pas toujours contrôlables qui surviennent, on ressent bien tout le chahut d'une bagarre gaulois versus romain. Un petit détail mécanique que j'aime beaucoup, c'est que les Romains ont tendance à avoir des cartes plus puissantes, mais en même temps ils sont à double tranchant, parce que si vous venez à perdre la bataille, vous donnez des points de victoire, représentés par des casques qui sont sur les cartes romains que vous avez jouées,
à votre adversaire. Donc faut bien les jouer avec parcimonie et être sûr de soi quand on les pose sur la table. Donc un très chouette jeu de bagarre, très convaincant. Même quand on n'est pas particulièrement fan d'Astérix, mécaniquement, le jeu tient la route et il fonctionne très bien pour le public familial auquel il s'adresse. Dernière mention honorable de la semaine, Micro Macro Kids, le parc Zinzin. Alors celui-là, il est vraiment arrivé de nulle part, hein, je l'avais même pas demandé en copie presse. Je suis pas particulièrement client des micro-macros, mais ici, le fait que ça soit une déclinaison enfant a attisé ma curiosité, et j'ai joué avec ma fille Mia, 5 ans, que vous avez déjà vu sur la chaîne, et évidemment, elle a adoré. Et je dois avouer que moi aussi, je me suis pris au jeu, parce que c'est extrêmement bien fait. C'est assez malin de réaliser une déclinaison enfant de Micro Macro, parce que c'était un des reproches qu'on faisait à la première trilogie, de ce que j'avais entendu, c'est que les situations étaient très noires, avec parfois des meurtres, des suicides, etc. Et donc ça craignait un peu d'y jouer avec des plus jeunes, alors que pourtant c'est une mécanique à travers la filiation avec Où est Charlie, le côté observation, etc., qui se prête plutôt bien à ce genre de contexte, normalement. Donc le principe n'a pas changé, vous avez une situation de base, et vous devez essayer de comprendre comment on est arrivé à cette situation, en retraçant à travers des observations le parcours, les déplacements de certains personnages sur une gigantesque carte, un grand plan de la ville, et c'est une espèce de plan qui n'est pas figé dans le temps, qui vous donne accès simultanément à plusieurs temporalités. C'est-à-dire que si un personnage est allé du nord-est au sud-ouest, vous allez voir plusieurs fois ce personnage au cours de son déplacement. Et donc peut-être qu'au départ, il avait, j'en sais rien, un chapeau. Entre-temps, à l'arrivée, il a perdu ce chapeau. Qu'est-ce qui est arrivé? À quel moment est-ce qu'on lui a subtilisé? Et pourquoi? À vous de résoudre l'énigme. Ce que je trouve particulièrement bien fait, je sais pas si c'était le cas dans les autres versions que j'ai pas beaucoup pratiqué, mais c'est que vraiment chaque affaire se résout en plusieurs stades, à travers une sorte de cahier à spirale qui vous pose une première question, puis une deuxième question qui découle de la première, etc. Et vous avancez vraiment par étapes. Vous ne devez pas tout déduire d'un coup, vous n'êtes pas complètement lâché comme ça, sans indication. Le jeu vous pose une série de questions successives pour que vous puissiez construire votre raisonnement, et ça, avec des enfants, ça fonctionne super bien, parce que c'est comme plein de petites quêtes annexes qui relancent leur intérêt. Et c'est le genre de jeu qu'on picore, on fait une première affaire le matin, on en refait une dans la journée, ou parfois on rentre dans un tunnel, on en fait 3-4 d'affilée. Il y a 22 enquêtes dans la boîte, et puis au-delà de ça, c'est aussi un bel objet, quoi. Ce plan, c'est très ludique de l'observer pour les enfants, d'imaginer ce qui se passe, de raconter des histoires, d'inventer des dialogues à partir de ce qui scrute. Donc chez nous, c'est totalement validé. Pour peu que vous adhériez au principe, c'est une très bonne déclinaison enfant de Micro Macro. Allez, c'est parti pour une pile spéciale petit jeu maintenant, et on va démarrer avec Ravel, le deuxième mini-imp qu'on traite sur cette chaîne, après Last Minute qui m'avait pas trop convaincu. Donc c'est les deux premiers jeux de la gamme, et il y en a deux autres qui sortiront à Essen, un jeu de Rainer Knizia et un jeu de Xavier Georges, dont on vous parle dans la rétrospective dédiée. Ravel, c'est un jeu de casse-tête dans lequel on va avoir une grille de dés. Ces dés, ils vont donc avoir des valeurs, bien sûr, mais aussi des couleurs, et il va falloir jouer avec tout ça pour pouvoir résoudre 4 cartes défis qui sont disposées sur les 4 côtés de la grille. Et ce qui est intéressant, c'est que ces cartes, elles nous donnent à la fois une condition. Par exemple, il faut que tu aies 3 dés de même couleur de ce côté-ci, ou il faut que la somme des valeurs dépasse 15. Mais elle nous donne aussi un bonus si on résout cette contrainte. Par exemple, intervertit 2 dés, ou modifie les valeurs de 3 dés au choix. Et donc, au fur et à mesure, les piles vont s'égrener, on va devoir bien réfléchir, bien prioriser nos actions pour résoudre les différents effets dans le bon ordre, pour en déclencher un tout en préparant le suivant. On a quelques petits jetons bonus qui peuvent nous aider, et tout ça, ça donne vraiment un super jeu de casse-tête hyper satisfaisant et très addictif. La difficulté est vraiment bien équilibrée, il faut bien réfléchir, on peut pas faire n'importe quoi. On a presque une sensation de jeu à cocher ou de jeu à combo. C'est vraiment très jouissif quand on arrive à résoudre 3 cartes d'affilée et que tout se goupille bien. Il y a pas mal de moments où on galère vraiment, et en même temps il y a suffisamment d'effets qui permettent vraiment de relancer la donne, de rebattre les cartes, de relancer les dés, etc. et de nous donner un nouveau souffle et de relancer notre cerveau, de lui fournir de nouvelles hypothèses à analyser. Les cartes qui sont plus ardues à résoudre nous donnent des bonus qui sont plus forts, et c'est vraiment
très agréable de voir les piles de cartes se vider petit à petit. Et cette dynamique en dents de scie, elle fonctionne vraiment bien parce que épisodiquement, on va vraiment devoir se poser et dire « Ok, là, c'est pas de l'ordre de l'évidence ». On réfléchit, on prend son temps, et la machine se grippe momentanément jusqu'à ce qu'on arrive à nouveau à la relancer, et cette boucle de gameplay, en fait, elle est vraiment addictive, elle donne envie d'enchaîner les parties. Donc Ravel, c'est un petit jeu solo qui fonctionne très bien, on peut aussi y jouer à deux, et se mettre à deux cerveaux pour réfléchir. Franchement, on sera pas trop pour ça, tant parfois, surtout avec les modes avancés, etc., ça peut devenir très chaud. Si vous aimez les casse-têtes, je vous le recommande chaudement, et pour l'instant, Ravel vient démarrer la pile. On enchaîne avec Dr Gribouille, publié chez Studio H. Un jeu d'ambiance qu'on a vu pas mal passer sur les réseaux, et il me faisait bien envie, qui repose sur cette espèce de croyance populaire qui en même temps se vérifie souvent, que les médecins écrivent mal. Bon, c'est un petit-fils de médecin qui vous dit ça. Je pense qu'il faut les comprendre, hein, les médecins, à force de faire des ordonnances toute la journée, il y a un moment où ils se mettent à écrire un peu vite, de façon un peu brouillonne. Et Dr Gribouille va exploiter ce principe en nous demandant d'écrire des noms de médicaments très compliqués sous la pression d'un compte à rebours. Du coup, ça se joue en deux phases. Hein. D'abord, le docteur pioche une ordonnance qui lui donne 3 noms de médicaments, et puis il essaye en 25 secondes de les écrire très vite sur son calepin. Et puis après, les autres joueurs et joueuses doivent retrouver à travers des gélules qui sont disséminées sur la table, qui sont des parties de mots. Ils doivent petit à petit décoder l'écriture et recomposer le nom des 3 médicaments sur l'ordonnance, là aussi sous la pression du temps. Le docteur les observe souffrir, mais il a tout de même l'occasion de participer avec quelques jetons à dépenser, qui lui permettent de dire non, cette gélule-là, en fait, elle est pas dans l'ordonnance, vous faites fausse piste, utilisez une autre. Et les patientes peuvent aussi dépenser un jeton pour que le docteur décode une lettre. Ça, est-ce que c'est un E ou un A? Bon, bah, il peut leur donner la réponse moyennant la dépense de ce jeton. Bon, il y a une très belle édition, hein, une boîte à tiroirs, un big seringue, hein, le souci du détail, et puis le matériel est agréable à manipuler. Les illustrations de Medidois, elles sont très rigolotes, elles fonctionnent bien avec le côté cartoon du thème. Puis bon, ça a le bon goût d'être un jeu d'ambiance qui peut se jouer à partir de 3. Bon, techniquement, on peut jouer à 2, mais ça manque un peu de fun qu'il y ait qu'une seule personne qui soit en train de chercher les bonnes gélules, mais dès qu'on est 3, il y en a 2 qui manipulent, c'est ok, c'est rigolo. Le problème, c'est que ce principe, il devient très très vite répétitif, et le jeu a beau nous fournir 10 modes de difficulté différents, les sensations sont toujours à peu près les mêmes, ça tourne vite en rond, et on sent bien que eux-mêmes n'ont pas su vraiment comment renouveler le concept. Je pense au dernier niveau de difficulté, qui nous donne carrément des espèces de hiéroglyphes à décoder. Enfin, c'est des dessins, quoi, mais du coup, ça devient complètement impossible, et le côté absurde de la difficulté fait que c'est rigolo, mais bon, c'est rigolo une fois, quoi. Pas 2, pas 3, pas 10. J'ai trouvé aussi que ça manquait un peu de dynamique, parce que pendant que le docteur écrit, les autres attendent, c'est pas nécessairement rigolo à regarder, bon, ça dure pas très longtemps, mais voilà, c'est quand même un temps mort. Et de la même façon, le docteur, pendant que les patients sont en train de reconstituer les mots, il est aussi très passif, et dans mes parties, on s'est très très peu servi des jetons spéciaux. Franchement, pouvoir identifier une lettre, c'est pas très utile, c'est pas non plus très fun. L'enjeu n'est pas tant d'arriver à décoder l'écriture, que de voir si le docteur a eu suffisamment de temps pour écrire vite. Et en général, ça se joue pas à une lettre près. Si t'as identifié quelques syllabes, tu arrives à reconstituer le mot. C'est plus, est-ce que tu vas avoir le temps de tous les écrire ou de tous les reconstituer ou pas? Et ça, finalement, c'est pas très drôle. Et surtout, il y a peu de suspense à la résolution. Hein. Généralement, si t'as trouvé, t'as trouvé. Donc, ça tombe un peu à plat. On avance ou pas sur une petite échelle de score. Franchement, c'est pas bien excitant. Donc, c'est pas aussi drôle que je l'aurais espéré. Et c'est pas non plus aussi fun qu'un Time's Up ou un Just One. Ça n'a pas du tout cette puissance-là, cette universalité-là. Donc, c'est juste un principe rigolo qu'on peut sortir de temps en temps pour le faire découvrir, en espaçant les parties et en variant les joueurs et joueuses pour éviter de se lasser. Mais pour moi, il manque vraiment quelque chose pour que ça soit vraiment drôle. En l'état, c'est un petit peu flottant, et le principe est beaucoup plus rigolo sur le papier qu'il ne l'est au moment de l'exécution. Du coup, ça va évidemment en dessous de Ravel dans la pile. Vous l'avez compris, c'est rigolo 5 minutes, mais on s'en lasse très vite, contrairement à Ravel qui est hyper addictif. Toujours dans la catégorie jeu d'ambiance, l'île des maudits, dont vous avez déjà pas mal entendu parler, je crois. Simon du Passe-Temps en parle comme de Codenames, le jeu d'aventure, et c'est une tagline assez juste. Il y a 2 modes de jeu, coopératif ou compétitif, où là c'est 2 équipes qui s'affrontent, et à chaque fois le principe est le même. Une personne va faire deviner
aux autres membres de son équipe à partir de 3 mots de départ. On va ajouter des nouveaux mots à l'espace de jeu et essayer de les connecter en fonction de leur sens. Donc si j'ai amour, passion et glace sur la table et que je vous écris cœur sur la petite tuile, à vous de la placer au bon endroit. Est-ce que vous allez la mettre juste à côté de amour ou entre amour et passion? Moi, en tant que personne qui fait deviner, j'ai le plan de l'île, je sais les cases où je veux vous faire aller, les trésors, et je sais aussi les cases sur lesquelles je ne veux pas que vous alliez, les malédictions qui peuvent nous faire perdre la partie, les pièges qui vont réduire notre réserve d'eau, ou à l'inverse, les sources qui vont me redonner des tuiles, parce que au bout d'un moment, sinon je vais être à court, et c'est une autre façon de perdre la partie. Le fait qu'il y ait 3-4 types de cases différents fait que c'est un petit peu plus complexe qu'un Codenames. On n'est évidemment pas sur du jeu expert, mais ça s'adresse pas exactement à un public aussi large que le jeu de mots de Vlaada Chvátil ou qu'un Just One par exemple. D'ailleurs, si vous voulez une autre sortie récente, mais encore plus accessible, vous pouvez jouer à One Round. Ça marche très bien, il n'y a pas besoin d'expliquer les règles, vous lancez la partie et hop, tout le monde comprend. Mais ce qu'a pour lui l'île des maudits, c'est sa profondeur, c'est justement ce côté un peu technique comme un Codenames où on peut développer tout un métalangage de s'il a dit 2 et qu'il a pas dit 3, c'est qu'il met de côté ce mot-là, qui me donne un indice pour la suite, etc. De la même manière, on peut jouer ici complètement au pif en se disant bon je dis cœur pour qu'ils aillent à côté d'amour, il y a 3 cases possibles, il y en a 2 qui sont bonnes, une qui est mauvaise, on prie pour que ça passe. Mais on peut aussi développer toute une réflexion méta en se disant je ne dis un indice qui peut aller à plusieurs endroits possibles que quand tous ces endroits sont valides. Ou à l'inverse, je fais exprès de dire un indice très précis pour faire comprendre qu'il est au croisement de plusieurs mots. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, et on a une couche de réflexion supplémentaire quand on joue en mode par équipe, parce que les deux équipes vont voyager à partir du même chemin de tuiles, mais comme dans un Codenames, elles n'auront pas les mêmes cases où aller. Et donc, il y a une tension qui se crée, parce que si je fais aller mon équipe sur cette case, l'autre équipe a la possibilité d'aller autour, et peut-être que je lui ouvre la voie pour récupérer un trésor. Il y a toute cette magie des jeux où deux équipes s'affrontent, toute cette tension, cette envie de faire une revanche, se dire ce coup-ci on va vous avoir, etc. On en reparlera dans un prochain jeu de la pile, qui fait que moi je me suis retrouvé à enchaîner 5 parties sur la même soirée. Et il était 3h du matin, on avait encore envie d'en refaire une. Ça c'était en joueur confirmé, qui réfléchissent à ce métalangage, etc. Et en même temps, j'ai pu y jouer avec mon épouse et ma fille de 5 ans, et ça a bien marché aussi. Donc c'est un jeu qui a plusieurs niveaux de lecture, et pour ça, je trouve qu'il met en place un nouveau standard dans les jeux de mots. C'est clairement un jeu que je préfère aujourd'hui à Codenames, et en même temps, Codenames lui a ouvert la voie. S'il n'y avait pas Codenames, il n'y aurait pas eu l'île des maudits. Mais aujourd'hui, je le trouve supérieur. Tout comme je préférais déjà Codenames Duo parce qu'il offrait ce mode coopératif qui permettait qu'il y ait moins de temps mort, là aussi la dynamique est meilleure, mais en plus, dans une même boîte, on a à la fois le côté coopératif et compétitif, et les deux offrent des sensations différentes, c'est ça qui est vraiment très cool. Donc je trouve que l'île des maudits, c'est une réussite totale, en plus l'édition est vraiment bien pensée, le tissu qui fait plateau, carte, est recto verso avec un côté plus chargé en illustration, un côté beaucoup plus épuré pour les personnes qui préfèrent que ça soit moins chargé visuellement, et même le feutre qui est dans la boîte est de bonne qualité. Donc pour moi c'est un sans faute, vraiment, je trouve ça absolument top, et ça vient au sommet de la pile, bien évidemment. Alors autant l'île des maudits, j'ai vu énormément de monde en parler, autant celui-là, j'ai l'impression qu'il passe complètement inaperçu. Pierre, papier, morpion, petit jeu d'Anthony Perron notamment. Et pierre, papier, morpion, c'est assez déroutant parce que, comme le nom l'indique, c'est un croisement entre le pierre, papier, ciseaux et le morpion. Donc deux jeux vieux comme le monde, j'ai envie de dire, qu'on aurait tendance potentiellement à décrier pour leur simplicité. Rien que ça, je trouve ça assez couillu de reprendre deux jeux hyper universels, hyper connus, et en même temps pas toujours très intéressant sur le papier, et de se dire, je vais en faire un jeu. Alors, c'est plus un pierre-papier-ciseaux qu'un morpion, parce que ce jeu, c'est clairement un pierre-papier-ciseaux sur lequel on a mis une petite mécanique de collection. Vraiment, la mécanique repose énormément là-dessus, sur le Shifumi. Vous allez faire 9 manches de pierre, papier, ciseaux. Et la personne qui gagne le pierre, papier, ciseaux va pouvoir choisir 2 récompenses, le perdant en choisit une seule, et on choisit en alternance, le gagnant en prend une, le perdant en prend une, le gagnant prend ce qui reste. Qu'est-ce qu'on a comme récompense? Un jeton face visible, un jeton face caché,
ou se placer dans la petite grille de 3 par 3, une grille de morpion. Et chaque ligne horizontale, verticale ou diagonale qu'on réussit à obtenir à la fin de la partie nous fera 3 points. Pour les petits jetons, c'est de la collection. On va avoir des objets, du papier collant, un pistolet à colle, une règle. Et c'est un système de score à peu près basique. Il y a 5 objets. Si on a les 5, on a 8 points. Si on en a 3, on a 5 points par exemple. Le twist, c'est que si on en a 4, on fait que 3 points. Donc on préfère avoir 3 que 4. Du coup, il y a un petit côté pousse ta chance, prise de risque sur est-ce que je vais prendre le jeton face cachée ou pas. Sachant que dans le mode avancé, on a des petites jumelles qu'on peut dépenser pour regarder un jeton face cachée avant de le prendre, mais en même temps, ça nous coûte un point de victoire. Et puis le twist rigolo, c'est qu'il y a aussi des couronnes. Si jamais on arrive à récupérer les 3 couronnes, c'est la victoire immédiate, on compte pas les points. Mais il y a 4 jetons qui sont pas en jeu, on les a pas consultés, donc ça se trouve, on essaye de collecter 3 couronnes alors qu'elles sont pas là. Cette victoire immédiate, c'est vraiment une bonne idée pour créer de la tension et du suspense sur un jeu qui est très court, hein. On parle de 5-10 minutes maximum de partie, c'est juste 9 fois un pierre-papier-ciseaux, la petite décision sur les objets qu'on récupère, et c'est tout. Et ce minimalisme, ça permet de laisser s'exprimer, en fait, tout le sel du mind game et du guessing, donc du côté j'essaye de deviner ce que va faire mon adversaire, qu'il y a dans le pierre-papier-ciseaux. Et on se rend compte que pierre-papier-ciseaux, en soi, c'est finalement un bon jeu. Mais c'est évidemment très léger, hein, ça reste du guessing ou du double guessing, avec tout ce metagame qui se met en place de si t'as fait papier, qu'on a fait une égalité, je fais ciseaux derrière, mais comme je sais que tu vas penser que je fais ciseaux derrière, je vais plutôt faire pierre, et comme je sais que tu vas penser que je vais faire ciseaux derrière, je vais plutôt refaire papier, etc., etc. Et bon, du coup, ça reste très léger, évidemment, les choix sont plutôt limités. Et surtout, il y a un truc assez perturbant, c'est que on sait les manches qu'on a envie de gagner, puisqu'on voit certains jetons face visible, on sait lesquels on a envie d'obtenir, mais c'est pas comme si on pouvait faire quoi que ce soit pour s'assurer la victoire. On n'a pas des jetons à dépenser qui nous permettraient de changer notre pierre-papier-ciseaux ou que sais-je. Donc en fait, il manque le travail d'un Paolo Mori qui vient retwister ça pour nous donner des choix en plus. Alors c'est tout de même plaisant, ça marche bien avec des enfants surtout. Moi j'y ai énormément joué avec ma fille, je sais pas si je me verrais faire des pierre-papier-ciseaux entre adultes. Et en fait, dans un monde où Agent Avenue existe, que je trouve bien plus fun, dans le même genre de durée de partie, et avec plus de choix, je vois pas dans quel monde je joue à ça. Mais bon, je trouve que la prouesse est quand même à saluer, hein, d'arriver à faire un jeu qui tient la route avec aussi peu de choses. Je trouve l'édition très très propre, la petite boîte, les illustrations hyper choupies. Vraiment, c'est plutôt cool. Donc, si ça vous fait marrer, si vous aimez le pierre-papier-ciseaux, ça peut se défendre, mais pour moi, il manque quand même quelque chose. Je trouve ça tout de même plus convaincant que Dr Gribouille, hein. Je prends plus de plaisir à y jouer, mais bon, par rapport à un Ravel qui satisfait ma matière grise, il n'y a pas photo du tout. Je préfère quand même avoir une petite dose de réflexion plutôt que juste jouer à pierre-papier-ciseaux en boucle, quoi. Pierre-papier... Présage. Et ouais, Présage, c'est un autre jeu qui a pas mal buzzé, je pense, mais sur lequel j'avais pas encore rendu mon verdict. Je pense que le jeu a commercialement plutôt bien marché, et je suis content pour Spiral Edition, parce que c'est une petite maison d'édition qui sort peu de jeux, et qui a le bon goût de les faire dans des petites boîtes, de pas faire des jeux surproduits à des tarifs exorbitants. Moi, je suis un grand fan de District Noir, j'avais pas trop compris l'intérêt de Boréal, mais Présage m'intéressait à plus d'un titre, notamment parce que c'est un jeu par équipe, en 2 contre 2 ou 3 contre 3, et moi j'aime toujours l'attention que crée cette configuration-là. C'est une création de Maxime Rambourg, dont j'adore le travail, et puis j'ai trouvé les visuels de Ben Renault absolument splendides. Vraiment, les cartes sont magnifiques. En plus, ils ont eu la bonne idée d'arriver à leur mettre des reflets dorés, etc., tout en gardant un tarif très raisonnable. Donc pour moi, c'est un jeu qui est une pépite éditoriale. Avant même qu'on commence à jouer, j'ai envie d'aimer le jeu. Quand on commence à jouer, c'est un petit peu opaque, on comprend pas bien où on va, et petit à petit, comme toujours dans ces jeux par équipe, il y a une espèce de méta qui se met en place. On va aussi comprendre l'intérêt des différents effets, on va vraiment rentrer dans le jeu, et c'est le genre de jeu où plus on y joue, plus on va voir l'intérêt, et c'est beaucoup plus un jeu à effet, et un jeu de communication silencieuse avec son partenaire, que vraiment un jeu de défausse, qui a la dynamique du jeu de défausse, où on prépare sa main pour ensuite enchaîner les gros tours, comme dans un Panda Spin ou que sais-je. Ici, c'est beaucoup plus minimaliste, on va toujours jouer qu'une seule carte. Chacun joue une carte dans l'ordre du tour, la carte la plus haute peut être défaussée, tous les autres vont reprendre leur carte en main, mais évidemment, plein d'effets vont venir perturber
cette règle de base. On va nous dire que la carte rouge de plus faible valeur va être défaussée. On va nous dire que c'est pas la carte la plus haute qui l'emporte, c'est la plus basse. Une carte verte va dire que s'il y a une carte bleue en jeu, elle peut être défaussée. D'autres vont permettre de faire des échanges de cartes pour se donner des informations, etc. Et donc c'est très fun parce qu'il y a des retournements de situation, il y a une tension qui monte. Ça se joue en 2 manches gagnantes. Et ça, c'est une très bonne idée pour instaurer une tension croissante. Quand on est à une manche partout, ça devient vraiment tendu. Et il y a un côté vraiment très technique. On essaye de se faire comprendre par son partenaire sans pouvoir parler, mais en lui passant certaines cartes. Comme une carte qui n'est pas défaussée retourne dans la main, mais il y a un côté mémoire. Je sais qu'il a ça, comment est-ce que je peux le contrer, comment est-ce que je peux, si c'est mon partenaire, profiter de cet effet. Et la très bonne idée, c'est que d'une part, il faut pas se débarrasser entièrement de sa main, mais il faut n'avoir plus qu'une seule carte en main, donc ça crée des manches plus dynamiques, plus rapides, et aussi il suffit qu'un seul des deux partenaires y parvienne. Donc on peut créer des stratégies par équipe où on fait en sorte qu'il n'y a qu'un seul des deux qui fait avancer sa main, et c'est pas grave, ça fonctionne pour l'emporter. Les effets sont pas trop alambiqués, c'est bien dosé, on les comprend à la première lecture pour la plupart. Il y en a quelques-uns qui demandent un peu plus de réflexion, mais c'est ça qui donne une profondeur au jeu. Et les cartes sont magnifiques. Vraiment, l'objet est tellement beau qu'on a envie de passer des heures à manipuler ces cartes, à se réjouir des coups d'éclat, à pester contre nos adversaires qui nous ont contrés. Et vraiment, Présage, c'est un jeu qui pour moi était réjouissant. Le seul bémol, c'est que je le trouve un peu difficile à sortir, parce que déjà, ça se joue de 4 à 6, et pour moi, la vraie bonne configuration, c'est 4. À 6, je trouve que ça devient un peu trop chaotique. À 5, ils se sont débrouillés pour essayer de faire un système d'équipe asymétrique. Bon, ça fonctionne, mais c'est un peu de l'ordre de la rustine, du bricolage. Et donc moi, je préférais y jouer uniquement à 4. Et c'est ça qui va faire qu'il va venir un petit peu en dessous de l'île des maudits, mais franchement, ça se joue à égalité, mais le fait que l'île des maudits puisse vraiment se jouer dans plein de configurations différentes, de 2 à 10, et que je peux prendre du plaisir à toutes ces configurations-là, fait que je sais qu'il va sortir plus souvent, qu'il va être encore plus immédiat, mais Présage, quand on a le bon groupe, quand la bonne dynamique s'installe, c'est vraiment un jeu qui est délicieux. Et pourtant, il y a beaucoup de concurrence dans cette catégorie des jeux de cartes à 2 contre 2. Il y a Ouroom, il y a Tichou, etc. Mais Présage a réussi à se faire une place, et félicitations à l'équipe de Spiral Edition pour ça. Et voilà pour cette pile de petits jeux, Docteur Gribouille, Pierre Papier Morpion, Ravel, Présage et l'île des maudits. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de jeux à acquérir. Ça va bientôt être l'été, donc c'est le moment de récupérer quelques petites boîtes qui seront faciles à transporter et sortables dans plein de contextes différents. Si vous voulez soutenir mon travail, ko-fi.com/rue du jeu, vous pouvez me faire un don ponctuel ou mensuel, faire partie du voisinage, ou même participer à la tombola pour 5 €. Vous choisissez vos lots pour une valeur d'une 60aine d'euros à peu près parmi des jeux que je vous recommande. À bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Boris pour Rue du Jeu. Jouez bien par chez vous. Ciao!